Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui ne nourrit pas ses obsessions habituelles pour le genre et les univers de l'imaginaire uniquement via des films et des séries, mais aussi par tout un tas d'autres objets culturels, y compris évidemment des bouquins. Et dans notre petite bibliothèque idéale, plusieurs auteurs se tirent la bourre pour le titre du plus gros squatteur d'étagères, en tête desquels on trouve évidemment Stephen King, l'auteur multi-adapté par des talents aussi divers que Cronenberg, Carpenter, De Palma ou Kubrick. Et si les films tirés de sa production titanesque n'ont pas connu que des mariages heureux et des réalisateurs prestigieux, une chose est sûre, son œuvre continue d'inspirer Hollywood. La preuve avec la sortie ces jours-ci de Cimetière, dont on va causer avec un quatuor d'animaux zombies de fort belle tenue. Julien Dupuis, salut Julien. Salut. Julie Le Baru, Julie Le Baron, pas Le Baru, salut Julie. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 185 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Je suis navré, Julie, cette entrée en matière était totalement lamentable. Oh t'inquiète, ça je t'en tiendrai par rigueur. Merci beaucoup. Cimetière, donc Pet Sematary en VO, nous emmène à la rencontre de la famille Creed, fraîchement installée avec son chat, c'est important, dans le riant état du Maine, dans la petite bourgade de Ludlow, à quelques encablures d'un mystérieux cimetière d'animaux, d'imbés, d'étranges rumeurs dans le voisinage, rumeurs qui vont peu à peu prendre corps et plonger la famille Creed dans des montagnes d'angoisse. In the woods today, Ellie discovered a charming little landmark. The Pet Cemetery. Place to bury our pets and remember them. Well, it seems scary, but it's not. Perfectly natural. It's not some campfire story. Saw these in the trees up there. They're warnings. Derrière la caméra, c'est un duo, Kevin Kolsch et Denis Widmeyer. Je pense que je prononce tout très mal comme d'habitude. Au casting, on trouve Jason Clarke, Amy Seymetz, John Lithgow ou encore Obsa Ahmed. Ouais, je suis y arrivé. Ça va. C'est de mieux en mieux. Ouais, mais je suis fatigué. On notera pour ceux qui l'ignorent que ce n'est pas la première fois, évidemment, que le roman Cimetière de Stephen King est porté à l'écran, puisqu'il a déjà été adapté par Marie Lambert. C'était en 89, ce qui ne nous rajeunit pas. Votre avis sur ce cimetière, les amis, puisqu'on parle de jeunes, c'est Julien Dupuis qui va commencer. Moi, je suis pas comme Julie, moi je t'en tiendrai rigueur. Ouais, je sais bien que tu as la rancune tenace. On peut séparer, on peut s'amuser à séparer le cinéma d'horreur en deux camps. Hein. On pourrait se dire, il y a un camp. Le bon cinéma d'horreur, le mauvais cinéma d'horreur. Certes, mais on peut aussi se dire que le cinéma d'horreur, ça peut être un train fantôme, ouais. Où tu es là pour avoir plein de frayeurs, t'éclater. C'est une expérience physique réjouissante, hein, finalement, et qui te poursuit généralement pas. Mais je ne regarde pas du tout cette catégorie-là avec condescendance, parce qu'il y a des films formidables, il y a une longue lignée. Les premiers films d'horreur de Méliès, c'était clairement ça. William Castle, Evil Dead 2, sur certains côtés, on pourrait dire que c'est ça. Plus récemment, alors j'ai tombé beaucoup plus bas, mais il y a des Conjuring 2 que je déteste pas forcément d'ailleurs, mais bon, qui est encore là-dedans. Et puis il y a un cinéma d'horreur plus, alors ça fait un peu gros mot et tout, mais un peu métaphysique en fait, qui te conduisent à regarder la mort en face et à faire face à la vacuité de nos existences. Oui. Et qui est un cinéma beaucoup plus presque nécessaire, enfin je pense, en tout cas pour moi, et qui en général te poursuit beaucoup plus et aussi aux vertus cathartiques évidentes. Et là, cette nouvelle adaptation de Cimetière, elle a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle est adaptée d'un roman qui, à mon sens, appartient à cette deuxième catégorie. Oui. Cimetière, c'est pas toujours le cas chez Stephen King, mais Cimetière, c'est un récit qui te confronte à la mort, au deuil, à la mort de ta progéniture, à laquelle tu ne dois pas survivre normalement, de façon viscérale, hein, et aussi à la nécessité en fait d'accepter cette mort. C'est-à-dire que c'est aussi terrible, mais c'est dans cette terreur en fait que tu dois exister, que tu dois parvenir à trouver un chemin. C'est un des chefs-d'œuvre de Stephen King. Oui, et un des plus sombres. Le problème de cette nouvelle adaptation, c'est que très clairement, les mecs, ils ont pris ça et ils ont essayé de l'affilier à la première catégorie.
Donc ça veut dire qu'ils essayent de nier tout ce qui était un peu trop fort, trop impliquant, qui pouvait être trop dérangeant. L'exemple le plus évident, c'est le choix de la petite fille en guise de revenant et pas du petit garçon, donc de la plus grande. Ce qui est un choix que je ne m'explique pas en dehors de ça. C'est-à-dire que je pense que faire revenir l'enfant, de fait, tu te retrouves avec un truc super glauque. Si tu fais revenir la petite fille, ça peut... C'est bizarre de le dire comme ça, mais voilà, tout est relatif, mais ça peut être beaucoup plus léger. Il y a une amorce d'ailleurs de migration en fait, de thématique du coup, qui est liée à ce changement. C'est travailler sur le complexe oedipien de la petite fille. C'est-à-dire que comme elle revient et que son retour est provoqué par je suis en train de tout spoiler, je préviens... tardivement, mais je préviens quand même. Mais comme voilà, il pouvait y avoir un truc intéressant là-dessus qui est pas totalement nié en fait dans le film, mais qui n'est clairement pas suffisamment travaillé pour que ce soit satisfaisant, on va dire quoi. Et le truc, c'est que même en guise de juste train fantôme, c'est nul. C'est naze. Il y a 4 jumpscares, il n'y a pas de gore rigolo. Le côté monstrueux en fait du film est très très mal travaillé. C'est nul. C'est l'encéphalogramme plat total. Moi, je trouve personnellement, ça ne me met même pas en colère un truc comme ça. C'est juste nul. Je suis mort en fait vraiment quand je vois ce truc-là. Et tu es revenu pour en parler. Je suis quand même revenu pour en parler. Tu vois. Je vais juste terminer sur un petit truc qui est le seul. La seule chose un peu positive du film, vous allez voir, c'est pas bien lourd, c'est le travail sur les décors autour du cimetière, du lieu fantastique, qui est pour moi la seule idée en fait de cinéma en fait du film, qui est que il y a une frontière, comme souvent dans le fantastique, on passe une frontière. Tu bailles, Thomas, je t'en dis peut-être. Pas du tout. On passe une frontière souvent dans le fantastique et tout, et là cette frontière est marquée par quand on est dans le monde, on va dire réel, il s'est tourné en décor naturel dans une vraie forêt et tu passes une butte et là tu es dans un décor en studio, et moi j'aime beaucoup les décors extérieurs en studio parce que même quand c'est très bien fait tu vois que c'est du studio, et ça te rajoute une distance et un décalage qui je trouve fonctionne bien. C'est-à-dire que là très clairement tu sais que les personnages sont plongés dans le surnaturel littéralement. C'est très léger mais au moins il y a ça. Voilà. C'est déjà pas mal. Ça fait un truc à sauver. Un truc. Julie ? Ouais, alors pareil, je suis pas du tout sortie convaincue de ce film. Et en fait, ce que tu dis, je suis assez d'accord avec le fait que je suis même pas en colère contre ce film, tellement il est insignifiant en fait au final. Le gros souci, c'est déjà donc ce film a aucune âme. En fait, les scènes s'enchaînent sans qu'il y ait de grands enjeux, alors que c'est quand même des thématiques très lourdes qui sont abordées. Donc, on a quand même, par exemple, donc 2 visions. Donc le père qui est très rationnel, la mère qui est plutôt spirituelle, qui ont une vision de l'au-delà qui diffère forcément. Et pourtant, tout ça s'enchaîne. Sans vraiment qu'on y attache la moindre importance en fait. Et je pense que typiquement ce film, je le verrais dans 10-20 ans, un dimanche soir à la télévision, et j'aurais oublié que je l'ai déjà vu en fait. Et il n'y a rien de réellement marquant. Et les personnages en soi sont brossés très rapidement, c'est assez superficiel. Ils essayent quand même de faire quelque chose avec la mère qui est vaguement traumatisée dès lors qu'elle voit un placard par rapport à une sombre histoire avec sa sœur. Mais le fait qu'il y a un manque d'attachement probant avec les personnages fait qu'au final on se fiche un peu de ce qui va se passer quoi. Et donc effectivement pour un film d'horreur les jumpscares pour moi ne marchent même pas, et il y a aussi ces moments assez gênants où on ne sait pas si on rit avec le film ou si on rit du film. Et là je pense au retour du chat qui devient une espèce de chat zombie complètement ridicule, et ça pour le coup je suis incapable de vous dire si c'était voulu de la part des réalisateurs quoi. Donc voilà, moyennement convaincu. Et c'est souvent risqué aussi les adaptations des bouquins Stephen King, et celui-ci présentait quand même un défi, sachant que c'est un bouquin qui était tellement glauque et sinistre que même Stephen King voulait pas le faire publier quoi. Mais manque de bol, il devait un bouquin à son éditeur, donc voilà. Bref. Et on se retrouve avec ce film. Stéphane. Ça, c'est moi qui passe après la virgule. Ouais, c'est toi qui passe après la virgule. Moi, je trouve que c'est un film complètement baltringue. Ok. Mais vraiment, c'est assez impressionnant de baltringuitude. C'est assez impressionnant de se chier dessus, en fait, absolument sur tous les éléments qui pouvaient être un tant soit peu glauques ou voilà. Et c'est pas seulement en fait le fait de changer
la gamine, enfin de changer le truc et de faire en sorte que ce soit la gamine qui revienne à la place du gamin. Mais c'est vraiment en fait l'idée que comment tu traites ces séquences-là. C'est-à-dire que alors déjà il faut préciser cette chose-là, c'est une adaptation du roman, mais c'est pas vraiment une adaptation du roman, c'est un remake du film qui est sorti en 89, parce que le roman en fait il y avait beaucoup d'intrigues secondaires qui ne sont pas du tout dans l'adaptation originale de 89 de Marie Lambert, et en fait qui ne sont pas du tout là-dedans, et ça aurait été une bonne façon d'aborder ça pour justement en fait rendre la chose différente, mais c'était pas du tout l'enjeu. Et moi je pense même pas des réalisateurs, mais vraiment du studio, c'est-à-dire que toutes les notes, c'est pas pour moi tout ça c'est des notes de studio ce que je vois, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir les post-it sur l'écran avec des mecs qui disent bon alors là non la gamine elle peut pas faire ça, là le chat il peut pas faire ça, et en fait tu regardes tous ces trucs et tu te dis bon on va se démerder avec ça, on va essayer de faire un film quoi. Et notamment, par exemple, comme c'est un remake donc, du film de 89, t'as de nouveau la scène où c'est donc plus le gamin qui tue le vieux, je spoil, je suis désolé encore, mais bah oui non mais bon enfin voilà. C'est déjà fait depuis le début. Voilà. Et c'est ce spoiler. Attends, on n'en est plus là. Et c'est la gamine. Non mais je pense que beaucoup de nos éditeurs connaissent le film original éventuellement parce que c'est quand même assez. C'est une des bonnes adaptations de Stephen King parce qu'en vrai en fait les bonnes adaptations de Stephen King il n'y en a pas beaucoup à part les quelques réalisateurs que tu as cités en général. Voilà, Marie Lambert c'est pas une très grande réalisatrice mais celui-là elle a vraiment. Je trouve pas que ça en fasse partie mais celui-là il est plutôt réussi en fait. Me tape pas Perrine s'il te plaît. Et en fait, le problème, c'est que dans cette scène de mise à mort, en fait, ils font tout pour te masquer aussi que c'est une gamine. Donc, il lui faut porter un masque, tu vois. Et en fait, et tu vois dans les cuts, dans la façon vraiment dont c'est mis dont c'est monté, que en fait, ils se disent bon, on va essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre, et tout le film fonctionne absolument comme ça, jusqu'à un point moi où je trouve carrément le point de rupture pour moi, on l'avait déjà bien atteint mais qui est cette espèce de notion que justement comme Julien j'ai tendance à penser que le fantastique c'est et le cinéma d'horreur en particulier c'est censé être un miroir pour nous de nous mettre la mort en face quoi. Et là le problème c'est que c'est exactement ce que traite le bouquin de Stephen King, c'est exactement ce que traitait le film de Marie Lambert, et c'est absolument pas ce que traite ce film là, puisque en gros ça devient des entités possédées là, et donc en l'occurrence ce n'est pas donc le renvoi à ta propre mort ou à la mort de ton propre enfant en fait qui est vraiment mis en avant, c'est en fait c'est pas vraiment ton enfant puisque c'est une créature qui l'a possédé quoi. Et en fait tu te retrouves dans une espèce de truc où tu as des dialogues qui sont amorcés et qui sont clairement dévoilés à la fin pour qu'on te fasse bien comprendre que mais non mais vous inquiétez pas, c'est pas la gamine, c'est pas là vraiment la gamine que vous avez connue au début du film quoi. Et ça, c'est hyper problématique parce que d'un seul coup, en fait, c'est même pas ça devient un film d'un train fantôme, c'est qu'en fait, on expurge totalement tout l'aspect malsain qu'il pouvait y avoir. Le trauma de la mère dont faisait référence Julie dans le film original, ce qui était assez bien foutu, c'est qu'ils étaient allés chercher une vraie, et ça participait au sentiment de malaise, ils étaient allés chercher une vraie actrice anorexique qu'ils avaient mis en scène et tout ça, et c'était assez glauque en fait de voir ce truc, et tu comprenais en fait, t'avais à la fois l'empathie pour ce personnage-là, l'empathie pour le personnage de la mère, qui est pourtant pas une très grande actrice dans le film. C'est un des gros problèmes pour moi du Marie Lambert, c'est que les acteurs sont pas extraordinaires quoi, et du coup ça décuplait l'aspect malsain en fait du film. Là t'as le même personnage mais traité de façon complètement absurde, jusque dans la mort du perso qui est carrément, mais c'est d'usage quoi, t'as l'impression de regarder y a-t-il un flic pour sauver la reine, ou enfin un truc comme ça quoi, une connerie de Drebin tu vois, et c'est son trauma, la nana c'est une connerie de Drebin tu vois, c'est une connerie qu'aurait fait Drebin dans y a-t-il un flic quoi, et c'est fou quoi, et puis après je te passe les décohérences d'écriture, c'est-à-dire quand donc le vieux qui est interprété par John Lithgow qui emmène l'autre sur le cimetière pour réveiller le chat comme c'est au début, puis en fait qui assume pas trop le truc et du coup tu te dis mais c'est quoi ce perso, il change de truc, il est au courant de la mythologie on va dire du côté fantastique de ce cimetière là tu vois, puis en fait finalement il s'en veut, et en fait ça marche tu vois, ça marche pas du tout, et du coup ça crée pas mal de scènes de faux suspense en plus. Il est clairement sacrifié sur l'autel justement de ce truc un peu tiédasse quoi. Oui, parce qu'il pourrait pas être il faut qu'on l'instigateur continue à garder un peu de sympathie. Il pouvait pas être l'instigateur du mal. Donc là, c'est pareil, c'est un peu Drebin, quoi. Il fait oh merde, j'ai réveillé le chat, quoi. Et alors après, il y a quand même un autre truc, c'est que c'est comme les bébés, les chats, il faut pas les faire en numérique, quoi.
Ça marche pas en fait. C'est-à-dire que ou alors il faut vraiment foutre tout le pognon du film là-dedans et vraiment faire en sorte que le chat il soit voilà. Mais si vous avez un bébé ou un chat, ben forcément en numérique ça passe pas du tout et tu le vois tout de suite quoi. Et bah là le chat il est ridicule oui effectivement, mais avec des plans où tu sens qu'ils se sont dit parce que bon. Ceux qui ont un chat savent que tu ne dresses pas un chat. Okay, le chat te dresse, tu vois. Voilà. Et en gros, bah là en l'occurrence, voilà. Et là en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que ben tu te sens que les mecs ils essayent de faire de la mise en scène autour de ça, et ils y arrivent pas parce qu'ils disent merde et tout putain le chat il est pas resté en place, tu vois. Donc du coup en fait bon bah c'est pas on va en post-pro, on va faire un truc en numérique quoi. Et voilà. Et alors il y a aussi un autre élément, mais bon ça c'est vraiment annexe, ce point de ridicule c'est fini quoi. Mais t'as la scène de l'accident où en fait, les mecs se disent qu'il faut faire des money shots. Et donc, en fait, t'as le camion qui se casse la gueule que tu vois passer en permanence. Hein. Donc, tu sais que si t'as pas compris qu'il y a un gamin qui va se faire écraser sur la route, ils te le disent bien pendant tout le film, quoi. Et c'est Lorenzo Di Bonaventura, hein, je crois. Le prod, ouais. Donc voilà, ça explique cela aussi. Ouais, ça t'expliquera aux gens, mais ce que t'entends par là. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec des money shots pour un accident de bagnole qui est censé, un accident de camion, enfin qui est censé être traumatique. Et en fait, tu étais en train de regarder comme si c'était X-Men ou je sais pas quel film d'action, tu vois, de base quoi, ou Fast and Furious, tu vois, et tu te dis mais Fast and Furious mais avec des enfants sur la route. C'est cool. Voilà. Et donc voilà, donc c'est vraiment film baltringue, mais baltringue jusqu'au bout quoi. Perrine. Enfin, je me rajoute au concert du zéro pointé là parce que c'est vraiment ça passe pas par la case départ, ça touche rien et rendez-moi Marie Lambert parce que vraiment c'est vraiment dur. On pense qu'on veut du Marie Lambert, bien pas bien, je m'en fous, moi j'avais adoré en tout cas. Et surtout ce qu'il avait comme force le Marie Lambert, maintenant quand on le regarde maintenant, il y a des trucs qui ont un petit peu vieilli, il y a des trucs qui font un petit peu cheap, voilà, c'est un petit peu vieilli quoi. Mais il avait cette extraordinaire force de faire comprendre le temps qui passe dans le film. C'est-à-dire que là, t'as l'impression que littéralement tout ce qui se passe dans le film est arrivé dans, je sais pas, une petite semaine. C'est une petite semaine, il s'est passé une petite semaine dans l'affaire à peu près. Hein. Alors que clairement, ça s'étale sur plusieurs mois, cette histoire, le temps d'emménager, de prendre la maison, le chat, il est problématique, mais bon, on s'adapte, c'est normal, il revient à la vie, il est quand même chelou. L'enfant, le traumatisme de la perte, tout ça, ça prend du temps en fait. C'est-à-dire on a cette notion d'un personnage qui est travaillé de l'intérieur, littéralement, qui est désespéré et qui va faire un acte de désespoir en fait. Et là, à aucun moment, on a cette notion de désespoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y va comme il va acheter... Ah oui, j'ai oublié le sel. Attends, j'y retourne. Enfin, on est vraiment dans ce truc. Il n'y a aucune notion de ce qui se passe à l'intérieur, de vie d'intérieur des personnages, en fait. Ça n'intéresse pas du tout les réals. Je ne sais pas du tout qui a fait ça, j'ai oublié. Mais je comprends pas... Enfin, là, c'est vraiment un personnage, je ne comprends pas Jason Clarke, en fait. C'est un acteur... je trouve extraordinaire et je ne comprends pas ses choix de film. Il y a un autre film là qui va sortir avec lui qui est aussi enfin c'est pas bien, Cœur ennemi qui va sortir, enfin peu importe, mais c'est dire un gros mot mais tu ne l'as pas dit. Non mais voilà, c'est quand même c'est un extraordinaire, je ne comprends pas. Mais là vraiment ce film là, il y a rien qui fonctionne. Pourquoi avoir détourné, pourquoi avoir créé ce faux suspense sur les enfants? Ça je le comprends pas. Le faux suspense du ah bah tu t'attendais à ce que ça soit bidule, bah ça va être machin, ça ne sert à rien. Je trouve ça débile de créer un suspense sur la mort d'un enfant. Vraiment, en plus, je trouve ça non seulement ça ne marche pas, et en effet, je suis d'accord avec Stéphane, le côté X-ménien du truc ne fonctionne pas du tout. Le traumatisme n'existe pas. Il y a aucun traumatisme d'ailleurs qui existe dans ce film. Et en plus, l'idée, c'est que je trouve ça presque limite malsain de jouer sur cette attente de c'est lequel des deux qui va y passer, quoi. Je trouve que c'est vraiment limite malsain et ça sert pas le film en fait. Ça ne sert à aucun moment le film. Il y a rien qui sert le film. Non, je trouve que c'est du début jusqu'à la fin, pareil, le traumatisme de la mère. La manière dont c'est filmé, il y a une série sur Netflix, Ilaous, là, je sais plus le titre en entier, qui était l'adaptation le remake en série de Antise, etc., de Robert Wise, et on a des scènes tout à fait similaires d'angoisse et de... La Maison du Diable, Antise c'est le... Oui, pardon, la Maison du Diable, je fais le Antise, remake. C'est le Yann de Bonte. Voilà, mais bon, la maison... Très grand film. Très grand film. Bah, on est plus proche d'Antise finalement que de la Maison du Diable, ça c'est sûr. C'est moins drôle. Mais on a cette idée en tout cas de la manière dont c'est filmé dans Ilaous, il y a des séquences similaires de corps, de traumas et de fantômes qui sont
finalement 100 fois plus réussi là-dedans que là l'histoire du trauma qui finalement est une soupe où on a croisé Conjuring et je sais pas trop et Annabelle quoi. Non mais vraiment ça ne fonctionne pas à aucun moment. En fait c'est ça ce qui m'a vraiment énervé au-delà de la manière dont j'ai vu le film, c'est ce qui m'a vraiment énervé, c'est je n'ai pas compris à aucun moment quelles étaient les ambitions et les volontés du réal derrière ce film et qu'est-ce qu'il essaie de me faire comprendre. Et surtout j'avais cette idée, toujours ce souvenir du film de Marie Lambert qui à la fois mêlait une forme d'humour avec justement le personnage de Victor Pasco qui était un personnage qui était quand même limite humoristique dans le film de Lambert, la vraie tristesse que je ressentais vis-à-vis des parents et la vraie angoisse puisque avec ce temps dilaté où je ressentais l'angoisse et là à aucun moment l'angoisse n'existe et c'est vraiment problématique. Après il faut peut-être préciser que c'est un remake qui s'est fait. Enfin, ça fait 15 ans qu'ils en parlent de faire des remakes enfin, en tout cas, de nouvelles adaptations de Cimetière. Et là, en l'occurrence, oui, mais là, en l'occurrence, c'est surtout que ça a été relancé pour suivre le carton de ça, quoi. Oui, mais justement, ils n'ont vraiment pas d'excuses. Si ça fait 15 ans, ils pouvaient écrire un truc mieux. Non, puis en plus, le problème, pardon, vas-y. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté très cahier des charges que tu évoquais tout à l'heure qui est vraiment très très flagrant et c'est vraiment con pour un genre en plus qui peut se prêter à des expérimentations un peu foireuses, c'est pas grave, ou des innovations. On a une absence de mise en scène totale et bref, je trouve ça vraiment dommage, surtout dans un genre qui est vachement plombé en ce moment par des ressucés, des remakes, des suites sans grand intérêt et tout. Je trouve ça vraiment dommage et pourtant l'adaptation de Cimetière qui à un moment devait être assumée par Romero, il me semble. Il avait fait l'acquisition des droits. Première, celui qui avait les droits, à l'époque. Et donc ça que tu peux suivre à l'époque en disant peut-être que quelqu'un de compétent en fait va prendre en charge ces histoires qui pourraient vraiment donner lieu à un super film, je pense. Et non, ça tombe. Non mais moi je pense que t'as pas mal de films qui ont déjà été adaptés en fait de Stephen King qui pourraient donner lieu à un vrai bon remake. Là il parle de Firestarter, je suis pas sûr qu'ils vont le faire correctement, mais en tout cas l'original il était à chier. Donc le film de pourtant c'est Mark Lester qui a réalisé le film. Bon réalisateur. Commando quoi. Mais respect quoi. On peut pas gagner tous les coups. Un classique. Un classique effectivement, mais là en fait bon voilà, je pense que c'est un super sujet Firestarter c'était avec Drew Barrymore je crois, c'est ça exact. John Cyr, putain j'ai oublié l'acteur. Après il y en a eu tellement des adaptations de ouais mais c'est ça. Bah bon t'en avais une. Moi j'attends le remake de Maximum Overdrive personnellement. Ouais, je pense que ça va être chaud ça. Un grand plaisir. Enfin, si le mec qui fait le film prend autant de compte que Stephen King en avait pris à l'époque, on ira le voir. Et tourne avec une équipe italienne en ne parlant pas italien. C'est quand même la meilleure anecdote sur ce film. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix, pas forcément le film d'horreur, mais ça peut parce qu'évidemment vous êtes libre. Stéphane, tu auras la parole en dernier, évidemment. Julie. Julien commence, termine. Non, c'est Julie. Moi, je suis excessivement bonne élève parce que j'ai choisi une adaptation de Stephen King parce que pour moi, l'un des réalisateurs qui adapte le mieux Stephen King, c'est Frank Darabont. Et donc, je vais citer... Ah merde, t'avais The Mist en tête? J'avais The Mist. Non, vas-y. Non, mais je peux aussi embrayer avec un autre que j'avais en tête. Shawshank Redemption, c'est pas mal. Shawshank Redemption est très bien. Mais The Mist, qui est vraiment excellent sur... un affichiste qui travaille dans sa petite maison tranquille jusqu'à ce qu'une brume vienne donc gagner la ville et dont des créatures un peu Lovecraftiennes vont sortir et donc tout le monde se réfugie dans un supermarché et c'est vraiment une sublime adaptation qui en plus pour avoir lu la nouvelle de Stephen King enlève les éléments un peu relous de Stephen King, à savoir donc souvent c'est des héros quarantenaires qui ont une libido vraiment démesurée et là il a complètement occulté un passage qui m'avait vraiment gêné dans la nouvelle et donc vraiment le film est toujours au service de l'horreur et de l'émotion. Il faut le voir en noir et blanc. Il y a la version noir et blanc qui est bien mieux. Puis pour le coup, tu regardes vraiment la mort en face et justement le rapport à ton enfant. Enfin, c'est incroyable. Quoi. Julien, donc oui. Ah bah d'accord. Alors moi, rien que pour faire chier Thomas Roget, je vais conseiller le Cimetière de Marie Lambert qui sort en 4K. Non, mais c'était pas ça. Mais c'est un super film. Je veux juste dire, c'est vrai que c'est un film imparfait, mais il y a quand même des bouffées de terreur brute, moi je trouve, parce que le film est un peu mal dégrossi. C'est surtout ça, moi, qui me dérange peut-être dans le Marie Lambert. C'est malsain, quoi. Mais il y a des trucs d'une brutalité, notamment avec l'enfant, que j'ai rarement vu moi dans le cinéma d'horreur. Je vais parler d'un autre truc qui est pas un très bon film, mais qui sort dans une belle édition chez ESC, qui est L'Exorciste 3, qui est un film assez... Le retour de la vengeance. Qui est un film... Tu l'as pas vu en fait. Non mais écoute, alors, c'est pour ça. Non, en fait c'est un film
très bizarre. Hein. C'était réalisé, juste pour le contextualiser, on va pas faire un extra sur l'Exorciste 3, mais c'était écrit et réalisé par William Peter Blatty, qui est l'auteur du roman L'Exorciste, qui avant s'était déjà fait un nom dans la comédie et après était dans le plus classé en fait dans le cinéma horrifique. C'est un film qui avait eu déjà un peu de difficulté à se monter parce qu'il y avait eu L'Exorciste 2 de John Boorman qui était passé avant, qui avait un peu celui-là je l'ai vu. Tu le recommandes pas celui-là? Tout cassé, etc. Mais qui est un film très étonnant, mais qui n'a rien à voir avec l'Exorciste. Enfin, c'est un film très bizarre aussi, l'Exorciste 2, mais la saga Exorciste est une saga étrange. Oui. Et l'Exorciste 3 est un film aussi totalement étrange, très 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 bizarre. Et alors, pourquoi je recommande cette édition-là? C'est déjà, vous pouvez voir le film, qui est encore une fois un film avec plein de problèmes, des trucs assez ridicules, mais il y a des vignettes, des petits instants de terreur pure qui sont vraiment étonnants. Enfin, si vous êtes sensible à ça, qui te marquent, enfin, qui te poursuivent et tout. Et alors, ce qui est super intéressant dans cette édition, c'est qu'il y a le montage original de William Peter Blatty, parce que c'est un film qui a été extrêmement remonté. Ils avaient réinjecté énormément d'argent parce que les producteurs se sont rendus compte quand le film était terminé qu'il n'y avait pas de scène d'exorcisme en fait dans le truc. Donc ils se sont dit ah merde, c'est quand même emmerdant. C'était pas le titre original. Hein, non, c'était Légion. Donc c'était comme le titre de son roman d'ailleurs, mais qui est quand même une suite de l'Exorciste. Et donc, alors, ce montage de Peter Blatty, c'est vraiment un work in progress. Hein. Il faut le voir comme un document de travail parce que une grosse partie en fait des rushs originales ont été perdus, ce qui est hallucinant parce que le film n'est pas vieux. Hein. Il date de 89 90. Donc il y a une grosse portion en fait de ce remontage qui est constitué de vidéos Betamax d'époque. Et Thomas Rozek baille à nouveau. Mais non, c'est absolument je terrible. suis fatigué. Mais ce qui est hallucinant en fait de ce remontage, c'est que c'est encore plus fou et radical que le montage cinéma, si vous l'avez vu. Et il y a notamment un truc qui est super, c'est que l'entité démoniaque, on va dire, est interprétée par Brad Dourif, qui n'est pas très très présent finalement dans le montage cinéma tel qu'on le connaît. Or, dans l'œuvre originale en fait de William Peter Blatty, il n'y avait que lui. Et il y avait lui dans une performance assez hallucinante parce qu'il a des longs monologues qui avaient été tournés parce que Peter Blatty ne faisait qu'une prise en général. Donc le mec, il fallait pas qu'il se plante, mais il y a une tension en fait qui se sent et donc des longs monologues super durs en plus. Et il y a une intensité. Moi, je trouve que Brad Dourif, c'est quand même quand il s'y met, ça peut être un super acteur. Et il a une présence, il a une puissance qui est vraiment vraiment étonnante. Bref, si vous êtes cinéphile, si vous vous intéressez au cinéma fantastique, je trouve c'est un double Blu-ray là qui sort chez ESC. C'est vraiment un beau document à avoir. Voilà. Perrine. Eh ben... Julie, elle a mangé ta reco. Voilà, donc elle a bien raison, c'est un très bon film. La Tour sombre. En réfléchissant. Non, je pars complètement, mais alors loin de Stephen King, mais plus dans l'idée de quand on a un être cher, qu'on veut absolument le faire revivre, mais que c'est pas toujours une bonne idée. C'est Casper. L'adaptation de Casper avec Christina Ricci et Bill Pullman. Avec Clint Eastwood. J'allais dire au moins il y a Clint Eastwood dans le film. Et l'idée c'est que justement il y a toute une séquence, notamment vers la fin du film, où le père meurt et qu'il faut absolument le faire revivre. Et comment on fait? Et est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que la machine et l'idée du gamin? Donc là on est un peu dans un trip à la Pinocchio aussi. Mais et je trouve qu'il y avait quelque chose comme ça d'une puissance à un moment donné. Comment on accepte la mort de l'autre et comment on accepte sa propre mort, en l'occurrence dans le cas de Casper. Mais voilà, comment on accepte la mort de l'autre et est-ce que c'est une bonne idée de vouloir absolument contrer la mort, etc. Ça arrive dans le film qui est quand même un film clairement pour enfants, qui est clairement années 90, mais qui avait une espèce de petite magie qui fonctionnait vraiment très très bien. Et je sais que c'est assez éloigné, mais j'ai eu 5 minutes. Donc voilà. Mais Casper, c'est chouette. Ouais, c'est un film de Brad Silberling. J'ai retrouvé son nom. En plus Clint Eastwood avait fait une meilleure adaptation de Casper avec Un monde parfait. Ouais. Puisqu'il y avait Casper dans Un monde parfait, effectivement. Donc, à mon avis, c'est la raison pour laquelle il est d'ailleurs en caméo sur le Casper dont Perrine vient de parler. Le mec que je cherchais tout à l'heure, en fait, dans Firestarter, c'est George C. Scott. Qui est quand même. Alors, juste qu'il a quand même un look pas possible, quoi. Il a une queue de cheval et tout. Enfin, c'est George C. Scott avec une queue de cheval. Donc, moi, c'est pour ça que j'avais retenu visuellement le truc. Okay. Moi, je vais parler d'un film d'horreur, un classique de 1897 qui s'appelle L'Anaconda.
réalisé par Gus Browning, qui était l'arrière-grand-père de Todd Browning, et qui a terrifié, en fait, paraît-il, les gens à l'époque, en fait, dans la salle, quand ils allaient le voir. En fait, c'était un noir et blanc, et en fait, il y avait des gens qui suffoquaient, qui avaient l'impression d'être avalés par le serpent, parce que c'est un film de serpent, hein, voilà, le premier film de serpent de l'histoire du cinéma. Et en fait, à cause de ça, en fait, c'est un film qui a complètement disparu de la circulation, parce qu'en fait, il a créé des vrais mouvements de panique, un peu comme l'arrivée du train en gare de la Ciotat. Les gens pensaient vraiment que le serpent allait les attaquer. Et en gros, ce qui s'est passé après, c'est que, en gros, Louis Loza en fait un remake 100 ans après, pour les 100 ans du film. Et c'est le classique que tout le monde connaît, voilà. Voilà. Donc, si vous voulez voir l'Anaconda, ça s'appelle, hein, la différence, il y a l'Anaconda. C'est sur le Criterion, en fait, qui sortira un jour, probablement. Je crois qu'ils ont retrouvé la copie et ils feront en sorte que... Super, ouais, non, mais je pense que les gens vont croire. J'ai moi-même tapé il a cherché l'Anaconda. Gus Browning, Anaconda, on dit... Gus Browning, le grand-père de Todd Browning. Oui. Effectivement, oui. Mais t'es très convaincant, Stéphane. Notre temps a été coulé. Merci à tous les quatre. Merci à Quentin, la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.